C'est pas pour me vanter, mais comme la plupart d'entre vous, je suis confiné depuis un mois, quelque part en banlieue toulousaine, entre télétravail, courses hebdomadaires et coups de fil à la famille et aux copains. Du coup, ça laisse un peu de temps pour penser au moment que nous sommes tous en train de vivre, à cette crise que l'on dit sanitaire, à ce chamboulement planétaire qui est aussi une crise de la mondialisation et de la fluidité, à cet ébranlement mondial apportant de manière crue un nouvel éclairage sur ces philosophies politiques et économiques dont la plupart de nos gouvernants se réclament. On appelle ça le néolibéralisme, un néolibéralisme porté par des économistes dits de l'école de Chicago, parce que la plupart de ces initiateurs dans les années 60, étaient soit professeurs, soit étudiants au département d'économie de l'université de cette ville. La figure tutélaire de ce mouvement est Milton Friedman, et son premier fait d'armes est d'avoir largement inspiré, à partir de 1974, la politique économique de la dictature militaire de Pinochet, par le biais de nombreux économistes chiliens qui s'étaient formés à Chicago. Ce néolibéralisme naissant, reconnu internationalement par un prix Nobel d'économie décerné en 1976 à Milton Friedman, a été ensuite à la source des politiques de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et de Ronald Reagan aux États-Unis. Nous sommes alors au début des années 80. Alors sur quoi reposent ces théories économiques, mais aussi politiques, qui petit à petit ont rallié à leur cause et à leur analyse la plupart des gouvernements de la planète, gouvernements qui, soit dit en passant, et rappelons-le, se réunissent chaque année à Davos, petite station des montagnes suisses, pour en célébrer les effets miraculeux, à leur dire. Le néolibéralisme, c'est d'abord la dénonciation du poids de l'État-providence et de ses interventions sur le plan économique. C'est la promotion de la loi du marché, comme l'alpha et l'oméga de toute relation commerciale. C'est l'invention d'une action politique préférant à l'intervention de la puissance publique la régulation naturelle des marchés par la concurrence. En somme, le néolibéralisme, c'est la dérégulation libératrice contre la planification aliénante. Un peu schématique, je vous l'accorde, mais finalement pas tant que ça. Et depuis 40 ans, on ne parle plus que de privatisation des services publics, de baisse de la pression fiscale pour les entreprises, d'initiatives privées, de dérégulation, de baisse des impôts et donc de coupes budgétaires. C'est le triomphe de l'enrichissement individuel contre sa mutualisation. C'est dans ce contexte de triomphe de la pensée néolibérale que le virus Corona débarque en Europe au début de l'année, alors que des plans d'économie budgétaire assèchent le secteur de la santé depuis plusieurs années. Ainsi, c'est 4200 lits d'hospitalisation qui ont été fermés en 2018 en France. C'est une baisse de 15 milliards en 15 ans des investissements dans le secteur de la santé en Italie. C'est une décision prise en 2012 par le gouvernement de François Hollande qui renonce à gérer le stock de masques réalisé et monté par Roselyne Bachelot, la précédente ministre de la Santé, pendant la crise sanitaire de 2009, dite du H1N1. Renoncement justifié par des mesures d'économie indispensables, bien entendu. Et c'est ainsi que, 50 ans après avoir applaudi à la dérégulation, à la fin de la planification, à la primauté du marché, à la recherche du profit optimal, quels que soient les moyens le permettant, on se retrouve à laisser à des équipes de soignants la responsabilité de choisir entre deux malades, lequel sera placé en chambre d'urgence, tandis que l'autre restera chez lui par manque de chambre et de respirateurs. Et si ça continue, la prochaine fois, on jouera ça au dé. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31. Un caramel mou confiné et fabriqué à la maison. Un caramel mou que l'on voudrait encore hebdomadaire et qui vous permettra aujourd'hui d'écouter les chroniques envoyées des quatre coins de l'agglomération par nos spécialistes maison. Ainsi, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous parlera-t-il d'un disque qu'il vient de redécouvrir ? Notre bon professeur Thibault, d'un film qui, nous assure-t-il, est facilement trouvable sur le net. Pierrick Desgommes a écouté, lui, la dernière intervention télévisée de Jupiter et nous en livrera un résumé sonore. Rubrique vie pratique à prévoir. Aurélia Courbière a téléphoné de son côté à André Cuc de la section gaillacoise de la Ligue des droits de l'homme pour évoquer les conséquences de ce confinement sur nos libertés individuelles. Quant à Manuel Pomar, il nous dira quoi voir et quoi partager, question art plastique, mais pas que, sur les réseaux. Et puis nous prendrons le temps d'écouter quelques-unes des productions musicales réalisées par des artistes toulousains pendant ce mois de confinement, productions à voir sur Facebook et que depuis le 17 mars, nous partageons allègrement sur les réseaux sociaux, comme ils disent.
Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Big Chief is Coming. C'est le nom du nouvel album de Les Rodgers, mini-fanfare toulousaine, album que l'on peut trouver depuis lundi dernier sur toutes les plateformes de streaming et de vente en ligne, et que l'on écoute tout de suite dans ce premier numéro de Caramel Mou, un numéro, je vous rappelle, complètement confiné. Les Rodgers, She Just Packed, extrait de leur nouvel album Big Chief is Coming, c'est Caramel Mou, et c'est tant mieux. She just packed back the bag for good. She just packed back the bag for good. My angel's gone away. 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 Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Malade, ah ouais, complètement malade. Ben là, appelle le 15 de suite. Hein. J'ai attrapé, vous avez attrapé quoi? Coup de soleil. Bon, mais ça va. J'ai la fièvre dans le sang. Ah mais là c'est geste barrière, hein. C'est 1 mètre entre nous. Je vais dire même 1 mètre 50.
La nuit je m'en lave les mains. Ah, ça, c'est très bien, c'est super. Alors si je peux me permettre, pas que la nuit, hein, le jour aussi, vous pouvez vous laver les mains. Allez, après ce premier conseil hygiénique délivré par le docteur Wally, dont on peut suivre les aventures sur le net, tapez Wally sur un moteur de recherche, Wally, W-A-2-L-Y, le reste devrait suivre. Poursuivons cette émission avec Jean-Pierre Lérac, qui depuis son confinement s'est mis en tête de redécouvrir sa discothèque et des disques. Il en possède des palanqués, le bougre. Amis confinés, bonjour. J'ai eu ces derniers temps quelques espaces-temps à combler, comme beaucoup de monde, et je me suis dit que c'était l'occasion de réécouter tous mes vieux disques, une manière de me replonger dans ma vie de mélomane, un peu comme on consulte un vieil album photo. Et comme on consulte les photos, il y a des moments, en écoutant de la musique, on se demande qu'est-ce qu'on faisait là, parfois. D'autres moments, évidemment, des moments sublimes qui reviennent en mémoire. Et puis il y a aussi, on tombe sur des petits bijoux, par exemple, comme ce disque du Quartet Roof. Bon là je triche un peu parce qu'en fait le Quartet Roof, je ne l'ai jamais oublié. Qu'est-ce que c'est que ce Quartet Roof? Déjà c'est un casting 5 étoiles, avec le batteur percussionniste Michael Batcher, avec le bassiste Luke X, un des fondateurs du groupe The X, avec Phil Minton, chanteur et plutôt vocaliste. Et aussi Tom Cora, le magnifique violoncelliste qui a joué avec tous les plus grands, de Fred Pries à John Zorn. On se rappelle sa contribution avec le groupe The X. D'ailleurs, je pense que l'album Scraping at the Lock est pour moi certainement le plus bel album de ce groupe. Et puis Tom Cora nous a quittés malheureusement en 98. Donc plus de toit, il ne reste plus que les 4 murs, plus de roof. Et donc, c'est de là que sont nés les Four Walls. Les Four Walls, c'est Varian Weston, le pianiste, qui a remplacé Tom Cora. Et pour les Four Walls, là, c'est sûr que nous avons des souvenirs plus précis, puisque nous avons eu la chance de les voir, notamment à Toulouse et au Festival de Luce. Et ce concert de jazz à Luce, ça fait partie des concerts qui restent dans les mémoires. Je crois que dans les 8 de Mélomanes, il y en a peut-être un concert par décennie, comme ça. Et c'était tellement exceptionnel, moi, en tout cas, de mémoire de programmateur, je n'ai pas eu l'occasion, une autre fois, de voir les gens autant en état de choc à la sortie d'un concert. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un article de Philippe Mézia sur Citizen Jazz, Philippe Mézia, le journaliste bordelais, qui était présent sur le concert, et qui parle magnifiquement de ce concert. C'est un article qui est paru sur Citizen Jazz le 24 juillet 2001. Je crois que c'est très facile de le retrouver dans les archives de Citizen Jazz. Et il parle magnifiquement de ce concert. C'est vrai que c'est très difficile de parler de cette musique, tellement elle est inclassable. On y retrouve tout ce qu'on aime, le rock, l'opéra, le noise, le blues, on passe par toutes les émotions, du bruitisme parfois. Mais et ce qui se dégage toujours, c'est cette puissance, en fait, dans cette musique. Mais la singularité, à mon avis, de ce groupe tient évidemment de la performance de Phil Minton. Phil Minton, qui à lui tout seul est un ovni. Il est capable de sortir des sons de sa bouche les plus invraisemblables, et puis dans la seconde qui suit, partir sur un chant lyrique comme ça, sur un thème. Voilà, donc tout cela est très étonnant, et donc j'ai envie d'en rester là pour vous laisser le temps justement d'apprécier cette musique, de l'écouter. Et j'ai choisi de passer un morceau qui s'appelle Jana Lead, qui est extrait du seul album qu'a fait The Roof. Et donc, je vous laisse apprécier ça. J'ai envie vraiment de partager ça avec vous et je suis très heureux. The Roof. Yeah.
croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Laissons maintenant le micro à Manuel Pomar, notre spécialiste des arts plastiques qui depuis le 17 mars recherche frénétiquement sur la toile tout ce qui pourrait continuer à le faire vibrer, même confiné. Bonjour, je suis ravi de me retrouver sur les ondes de campus. Je salue Joe Kangourou, je remercie d'avoir lancé cette émission Caramel Mou à distance. Bien sûr, un grand bonjour et courage aux auditeurs. Un grand salut à mes camarades chroniqueurs. Voilà. Alors, pour commencer, il faut vraiment saluer, remercier tous ceux qui en ce moment nous permettent de vivre dignement notre confinement. Ceux que notre chère République en marche a pris soin de maltraiter pendant les 3 premières années d'un quinquennat qui a mis à mal nos services publics. Ceux-là même qui sont au turbin et non pas au front en ce moment. Et oui, parce que de nommer héros les travailleurs, c'est un peu détourner notre attention. Voilà, ce sont des travailleurs, pas des héros. Il ne sert à rien de les sanctifier. C'est un peu leur confisquer ce statut de travailleur responsable. Voilà, ce ne sont pas des héros, ils ne veulent pas de statue en marbre. Ils veulent, comme tous les travailleurs, qu'on respecte leurs droits, les droits inhérents à leur engagement et à leur implication pour un travail bien fait. Et c'est quelque chose qui nous prouve tous les jours. Donc voilà, c'est très important de les saluer et de ne pas oublier que ces personnes-là qui sont non pas au front, nous ne sommes pas en guerre, mais qui soutiennent l'activité de notre pays, de tous les pays. Ce sont ceux qui, durant de nombreux mois, ont pris la rue, ont manifesté, ont endossé leur gilet jaune pour dire au gouvernement qu'il fallait les respecter, tout simplement respecter leur travail. Et on n'a plus qu'à espérer que ce sera pris en compte, même si nous pouvons en douter énormément. En tout cas, cette crise, elle a un drôle d'effet. On est dans une pirouette, les choses se retournent, les lois de la gravité sont chamboulées, les lois de l'attraction aussi. D'ailleurs, j'en profite, petit coucou à Bret Easton Ellis. Et oui, parce que d'un coup, là, les premiers de cordée, les financiers, les actionnaires, beaucoup de cadres, se retrouvent un peu inutiles, confinés chez eux, en télétravail. On se demande à quoi ils servent. Mais cette question de l'inutilité, justement, elle pose la question de l'art. Est-ce que eux, les artistes aussi, sont inutiles ? À premier abord, on pourrait penser ça, mais finalement, ce sont eux aussi qui font que notre confinement a une autre couleur, une autre saveur. Évidemment, on a chez nous les livres, des tableaux au mur, des films que l'on voit qui ont été faits par les artistes avant cette crise. Mais ces artistes continuent à nous alimenter. Alors voilà, c'est peut-être une inutilité indéfinissable, mais une inutilité surtout indispensable. C'est une inutilité à valeur ajoutée. L'artiste, de toute façon, on n'a pas à être défini comme étant utile. Il est là pour nous permettre de faire un pas de côté, de voir les choses autrement. Donc voilà, je remercie là aussi tous les artistes qui continuent à être actifs. Et je vais vous proposer là quelques exemples de ce qui est accessible, évidemment, via les réseaux, via le net, via les réseaux sociaux. Et ce sont des choses qui nous permettent un peu d'adoucir ce temps, ce nouveau rapport au temps que l'on a, ça aussi c'est important. Peut-être qu'on travaille trop aussi et que enfin avoir ce temps de réflexion nous fait voir les choses autrement et peut-être que nous devons passer à un autre rythme de travail, mais ça c'est une autre question, on y reviendra peut-être une autre fois. En tout cas, les artistes rendent notre temps de confinement poétique, constructif et maintiennent leur façon réflexive de voir le monde et de décaler le monde. Bon, je vais commencer pour évacuer rapidement
une offre qui vient d'en haut, du ministère de la Culture. Ça s'appelle Culture à la maison. Donc là, ce sont tous les musées, théâtres qui proposent du contenu numérique, mais qui est souvent en fait du contenu rétrospectif. Voilà, soit des vidéos de pièces de théâtre, des diaporamas d'exposition, voire même des visites, on va dire numériques d'expo. Donc c'est souvent très rétrospectif, c'est plutôt de la communication, mais il faut fouiller là-dedans, il y a des choses à voir. Sur le site du ministère, il y a des liens. Mais bon, nous là ici... à Caramel Mou et dans ma chronique Le Clou dans l'œil, on est plutôt habitué à aller fouiller dans les marges, et c'est vrai que là, il s'y passe des choses assez dingues. Dès le début du confinement, il y a eu beaucoup d'initiatives, là sur les réseaux sociaux, de créer des groupes, des pages pour partager les informations, pour les agréger, les rendre plus visibles et les faire circuler plus rapidement. Donc je vais citer le groupe qui a été créé par une amie qui s'appelle Confinement. Alors vous cherchez sur le moteur de recherche de Facebook, il y a la petite loupe. Alors Confinement, c'est COMFYNMENT. Vous demandez à faire partie du groupe et là, voilà, tout le monde partage ses infos on va dire de gratuité culturelle. Alors là, il y a beaucoup effectivement de maisons d'édition qui ont commencé à partager des livres en format PDF ou e-pub. C'est vraiment une mine d'or. Il y a évidemment des producteurs de documentaires qui partagent des choses assez rares. Donc allez sur la page du groupe et faites descendre l'ascenseur et vous découvrirez énormément de choses. Modestement, j'ai pris l'initiative dès le début du confinement, après avoir vu le dessin posté par une amie sur Facebook, Marianne Plot, une dessinatrice qui déploie un univers onirique, coloré, et je me suis dit, mais oui, faut y aller, faut partager ce qu'on va faire pendant ce temps. Je ne sais pas s'il nous est donné ou s'il nous est pris, mais en tout cas, c'est un temps entre parenthèses. Et dans ce temps, beaucoup d'artistes essaient d'évacuer leurs angoisses et surtout la fin de leurs revenus, parce que le statut de l'artiste étant ce qu'il est, c'est très dur pour eux en ce moment. Et donc cette page s'appelle le Common Diaries de nos confinements. Voilà. Et là vous y verrez des journaux en fait, des journaux intimes dessinés, voire vidéos de nombreux artistes. Je vous encourage vraiment à aller voir. Je parlais tout à l'heure de maisons d'édition, et là, donc par exemple les éditions Libertalia, comme par hasard, proposent au format e-pub et PDF pas mal de leurs livres. Alors il y a Raoul Vaneigem, Rosa Parks, Jack London, un livre sur la piraterie. Sont vraiment des lectures très saines et je pense des lectures capitales quant à nos perspectives de sortie du confinement. Voilà, ce sont des livres outils, des livres d'apprentissage et de connaissance de la lutte. Donc je vous conseille d'aller sur le site des éditions Libertalia, donc c'est édition au pluriel, attaché avec Libertalia, donc édition Libertalia tout attaché, .com/blog/ e-pub _PDF/ je reprends. Alors éditionlibertalia.com/blog/ e-pub _PDF accès libre. Voilà. La Fabrique aussi, les éditions La Fabrique, allez voir sur leur site, propose pas mal de bouquins en accès libre. Je conseille La dynamique de la révolte d'Éric Hazan, à tout hasard. Voilà. En tout cas, l'importance que cela dit aussi, c'est que certaines expériences artistiques et culturelles, même si on en a un ersatz via les réseaux, via le numérique, que ce soit la musique, toutes ces personnes qui jouent en live et qui réchauffent nos cœurs, évidemment, ça ne peut pas remplacer l'expérience de
de l'art en direct, de l'art en live, et c'est valable aussi pour l'art visuel, pour les arts visuels, pour les expositions. Une exposition, ça se vit en la traversant, en marchant au milieu des œuvres, en imprimant son rythme, son regard aux œuvres. Mais bon, voilà, en ce moment, on a accès uniquement à ça, donc nous nourrissons-nous de ce dont nous avons accès, et patientons pour la suite, où j'espère nous serons mêlés avec générosité, empathie, un rapport à l'art et à la lutte. Voilà, je vous embrasse tous et j'espère à très très bientôt. Au revoir. Badass Division pour une reprise de September, un vieux morceau des Earth, Wind and Fire. Badass Division, un collectif toulousain réuni autour d'une passion commune pour la soul, le hip-hop et le R&B. On y retrouve plein de gens comme le guitariste Philippe Bonnet, le pianiste et clavier Alex Cantier, le batteur Fabien Tournier, le bassiste Philippe Pompon Semama, ou alors le chanteur Léon également. Parfois il y a Dadou qui interviennent dans certains morceaux de Badass Division. Dadou, l'ancienne de KDD, et plutôt que des reprises classiques, ces jeunes gens vont chercher sur le net des images de leurs artistes préférés. En l'occurrence, dans le morceau que l'on vient d'écouter, il s'agissait de Ashley Jay, une musicienne ayant longtemps œuvré aux côtés de Prince, et ils vont chercher des images de ces artistes qu'ils adorent, où on les voit chanter a cappella pendant des balances par exemple, ou dans les loges en train de se chauffer la voix avant un concert. Oui, on trouve aussi ça sur le net, cherchez bien. Et ensuite ils habillent ces vocalises solitaires de vrais instruments joués à Toulouse en conditions confinées. C'est très drôle et surtout c'est très réussi. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, Caramel, mou.
Vous êtes sans doute comme moi à vous être posé la question du sens de l'intervention jupitérienne de lundi dernier à la télé. Fallait-il y voir une fin officielle du confinement au 11 mai ou une date non définitive qui pouvait encore changer? Une reprise des activités scolaires pour tous, tout le monde, en même temps? Ou pour certains et en plusieurs fois? Une fin de la période de guerre ou une relance d'un contrôle social qui ne dit pas son nom? Oui. Qu'a voulu dire exactement Jupiter lundi dernier? Eh bien, Pierrick Desgommes, qui par ailleurs publie tous les jours ses dessins de presse sur sa page Facebook Pierrick Desgommes ou sur le site pierrickdesgommes.canalblog.com, Pierrick Desgommes donc a sa petite idée sur le sens de cette communication présidentielle. Découvrons-la. Et donc vous pouvez prendre un homme politique et lui faire dire n'importe quoi avec sa voix comme si c'était vrai. Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous ressentons tous en ce moment la fatigue face à cette poussière invisible dans nos appartements en ville. Mais grâce à nos efforts de nettoyage, nous avons progressé. Nous avons su le faire en quelques jours. Les résultats sont là. Nous avons passé l'aspirateur partout sur notre sol. Moi le premier. Et pourtant, soyons honnêtes, à l'évidence, pas assez. Il y a donc un travail dans les prochains jours à poursuivre et je porterai l'aspirateur pour accélérer les travaux en cours. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles de nettoyage. C'est le seul moyen d'agir. Il faut continuer à laver partout sur notre sol. Laver partout sur notre sol. Vive la République. Vive la France. C'était un dépistage sonore confiné par Pierrick Desgommes. Comme quoi? Faites appel à un expert et tout de suite, tout s'éclaircit. Allez les voisins, on garde le sourire, parce que même si on s'en sort pas, on ira tous au paradis. Même moi. On est là, aux fenêtres et au balcon, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça, car on est là. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas les hôpitaux saturés, la santé dégradée, les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas les milliards aux entreprises, comme toujours ils priorisent leur intérêt sur nos vies et sur nos droits. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas. Les précaires vont travailler sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas. On est là, aux fenêtres et au balcon, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. Allez, bisous. Corentin Grelier, on est là. Corentin Grelier, qui sur un air souvent entendu lors des manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes, a couché sur le papier quelques paroles témoignant de sa colère du moment. Et ça aussi, on le trouve sur Facebook. Bonjour Jo Kangourou, je suis très contente de retrouver Caramel Mou, même si c'est pendant cette période extrêmement bizarre de confinement. Moi, pendant le confinement, j'ai continué à faire de la radio depuis un studio que j'ai totalement bricolé sur la table de ma cuisine.
c'est pas du tout orthodoxe comme manière de faire. Je vous parle, pour tout vous dire, depuis sous un étendoir à linge sur lequel j'ai mis des couvertures pour essayer d'avoir un son à peu près audible. J'appelle des gens, toute la semaine j'appelle des gens pour faire des interviews, et là je vous ai proposé une discussion que j'ai eue avec André Cuc, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme du Tarn. Voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée d'avoir son regard sur ce qui est en train de se passer actuellement. J'ai découpé cette discussion en 2 parties. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ce qu'on s'est dit à propos des restrictions en ce qui concerne les droits et les libertés. Et puis dans une seconde partie, qu'on n'écoutera donc pas aujourd'hui, mais probablement la semaine prochaine, j'imagine, je sais pas, on entendra André, donc, pour nous donner le regard de la Ligue des droits de l'homme sur l'après-confinement. Et par la grâce d'un habile montage, j'appelle tout de suite André. Allô ? Allô André ? Oui. André, bonjour, tu es président de la section gaillacoise de la Ligue des droits de l'homme. C'est une association qui lutte pour la défense des droits et libertés de toutes et de tous. En ce moment, avec la crise sanitaire qu'on traverse, vous êtes plutôt très actif et très vigilant. Avant de parler de ce qu'on vit actuellement, je voulais replacer l'action de la LDH dans le contexte qui a précédé cette crise. C'était un contexte qui était déjà très tendu. On vous a vu par exemple, on a vu pas mal de vos membres qui observaient les pratiques policières dans les manifestations hebdomadaires qu'il y avait depuis 1 an. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de témoignages. Bon, nous, sur le Tarn, bon, effectivement, on était certains sur les manifestations, mais on n'a pas constaté, à part une fois, mais on n'a pas constaté de brutalité policière vraiment avérée. Voilà ce que je peux dire pour ça. Je sais que certaines sections étaient beaucoup plus actives que nous, notamment Toulouse ou Montpellier par exemple, mais bon, nous sommes une petite section et effectivement nous réagissons en conséquence. Aujourd'hui, c'est l'état d'urgence sanitaire qui attire l'attention de la LDH. En ce moment, on est en termes de restriction des libertés, là on est un peu au maximum. Oui, il est certain que, bon, en plus nous avons l'expérience de l'état d'urgence par rapport au terrorisme, où ensuite c'est passé par la loi, effectivement nous n'étions pas du tout d'accord avec ça, et en fait l'état d'urgence pour le terrorisme, effectivement c'était valable pour quelques jours, 1 ou 2 jours pour les enquêtes, etc. Mais ensuite, à notre avis, l'avis de la LDH en général, ce n'était absolument pas justifié. C'est vrai que nous avons depuis pas mal de temps des restrictions dans nos libertés publiques qui posent question. Et ça touche beaucoup de domaines. J'ai noté un petit peu les domaines sur lesquels travaille la LDH en regardant le site internet, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le site de la LDH. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les droits et les devoirs, les droits sont les mêmes pour tout le monde normalement. Alors ce n'est pas vrai. La condition sociale. Alors que dans le cadre du devoir, on impose, effectivement, c'est l'État qui impose le devoir pour tout le monde. Mais pour les droits, moi, à mon avis, n'assure pas les mêmes droits à tout le monde. Ça, c'est une évidence. Les sans-logis, effectivement, c'est pas facile pour eux. C'est toujours difficile pour eux, mais et en plus, on a vu leur préoccupation, c'est évidemment pas le confinement, c'est de pouvoir manger tous les jours, de pouvoir dormir. Ça, c'est certain. Ce que je veux dire aussi, dans le confinement, le confinement, on a demandé à tout le monde d'être confiné, puis ce n'est pas la même chose. Moi, je me rends compte que je suis à Carmaux, là, j'ai une maison individuelle avec un grand jardin, une grande maison, en plus, donc je pas on est à 2, donc on n'a pas de souci. Mais je sais très bien que des gens qui sont dans des petits appartements, à plus de 2 souvent, toute une famille, c'est évidemment pas plus difficile, ça je l'en doute. Quelle peut être l'action de la Ligue des droits de l'homme en ce moment alors que tout le monde est confiné ? À l'action, c'est-à-dire qu'on a demandé, on a essayé à nos contacts
de vous indiquer les points qui n'allaient pas bien. On nous a rapporté quelques points par rapport au contrôle, au contrôle de la loi par rapport au confinement, par exemple. On nous a indiqué des personnes qui avaient été verbalisées en allant au secours populaire. Alors que c'est des personnes fragiles qui souvent n'ont pas les moyens d'un papier ou même de comprendre exactement ce qu'il faut. Apparemment, Madame la préfète a dit qu'elle se cachait sur le problème, qu'elle essayait de revoir ça, mais peut-être que la loi devait être précisée pour tout le monde, plus pour tout le monde, y compris pour ceux qui contrôlent, pour la police et la gendarmerie. Est-ce que pour vous, à la LDH, c'est quelque chose de récurrent que dans les moments de crise, les libertés sont mises en danger et les droits sont mis en danger encore plus que d'habitude pour ces personnes? Je crois que oui. De toute façon, on est de plus en plus dans une société sécuritaire on laisse de côté pas mal de social, la société change, on a dit ça depuis plusieurs années, effectivement c'est le sécuritaire qui prime, et le sécuritaire prime au détriment des autres droits, des droits sociaux. André, on a encore beaucoup de choses à se dire en ce qui concerne les conséquences de cette crise en matière de respect des droits justement et des libertés. En attendant, on peut rappeler que la Ligue des droits de l'homme assure une permanence juridique en ligne sur son site ldh-france.org. On se retrouve pour un second entretien à propos de l'après-crise sanitaire. Merci. Non mais d'accord, avec plaisir, je te remercie. Vous venez d'écouter un entretien avec André Kuck de la Ligue des droits de l'homme, mené et réalisé par Aurélie Courbière. Aurélie Courbière que par ailleurs vous retrouvez régulièrement sur ces ondes campusiennes pour des portraits de confinés. Portraits de confinés, petites pastilles éparpillées tout au long de la programmation de Radio Campus Toulouse. Aurélie Courbière qui continue donc de loin en loin à participer à cette émission et que l'on retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine pour la seconde partie de son entretien avec André Kuck de la Ligue des droits de l'homme. Aurélie Courbière, enfin, que vous pouvez également écouter sur Radio Octopus, une web radio tarnaise. Stuck here, 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 we're stuck in there, stuck in there, we're stuck here, stuck here, or it's not that I don't like it, yes I like it, no I like it, to be stuck in there, it's not that I don't like it, yes I like it, yes I like it, to be stuck here, stuck here, stuck here, I'm stuck here, I'm stuck here, we're stuck in there, stuck in there, we're stuck here, we're stuck inside, we're can't say that I don't like it, cause I like it to be stuck in there, it's not that I don't like it, cause I like it, yes I like it to be stuck in there, don't say that I don't like it, yes I like it, do you like it to be stuck in there, I say that I don't like it, but I like it, yes I like it to be stuck in the temple, 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 temple. Stuck here, I'm stuck here, I'm stuck here, I'm stuck in there, we're stuck in there, we're stuck inside, we're stuck inside, we're stuck in there, 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 stuck in there.
I'm stuck here, I'm stuck here, you're stuck here, where? Il y a 15 jours, Frederica Alesina avait publié sur Facebook une improvisation lumineuse. Et puis, 15 jours plus tard, 3 musiciens toulousains, Hugo Brun au clavier, Idriss Félix Baria à la basse et Curtis Effoy Ella à la batterie, s'emparent de ce morceau, y mettent de la musique, mettent cette improvisation vocale en musique, et ça devient un morceau imparable, morceau que l'on vient d'écouter à l'instant même. Et tant qu'on parle de ce morceau, et tant qu'on parle de ces musiciens, eh bien, profitons de l'occasion pour remercier aussi tous ces musiciens qui, depuis le début du confinement, jouent, s'amusent, fabriquent des petites vidéos, on les voit jouer. Au début, c'était en solo, tout seul dans leur cave ou dans leur jardin, et puis au fur et à mesure que défile ce confinement, on les voit jouer à plusieurs, en duo, en trio, en quartet, même s'ils sont éparpillés un peu partout en ville, ils arrivent néanmoins à se connecter, et on peut voir et écouter sur Facebook et sur le net des choses absolument incroyables. Merci à vous, continuez, ça égaye nos journées. Allez, on va terminer cette émission avec notre bon professeur Thibaut qui, lui, de son côté, va nous proposer un film. Et on se retrouve juste après cette dernière chronique pour se dire au revoir. Allez, à tout de suite. Bonjour, petite fée de la FM, je suis désolé Joka, nous sommes loin puisque nous sommes en confinement, et oui, mais je pouvais pas m'empêcher de la faire. Allez, je vous la refais une autre fois. Bonjour, petite fée de la FM. Et ben voilà, alors je me retrouve tout seul, mais on va quand même, parler cinéma. Voilà. Alors le but du jeu, c'est de faire une chronique cinéma. Je ne sais pas si je vais traiter 1 ou 2 films, peut-être 3. On va voir comment ça va se passer. Du coup, pour précision, tous ces films sont trouvables, bien sûr, légalement, mais aussi illégalement. Voilà, vous cherchez avec votre moteur de recherche, etc. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver donc une copie légale ou illégale donc des films dont je vais parler. Mais du coup, si c'est illégal, je pense que les circonstances font que personne ne vous en voudra. Alors, de quoi on pourrait parler? Allez, spécial confinement, et alors ça, c'est un vrai film de confinement. On va parler du Gouffre chimère de Billy Wilder, 1950. Alors, Billy Wilder, bien sûr, c'est un réalisateur américain, alors qui est très connu pour ses comédies plus ou moins sophistiquées d'ailleurs, comme certaines Lame Show, La Garçonnière, 1, 2, 3, Embrassement idiot, Avanti. Enfin, il y a toute une pelletée comme ça, mais il est très peu connu pour ses films beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, et notamment celui-ci. Wilder, c'était quelqu'un c'était un tyran sur les plateaux, parce que c'est la comédie demande une chose, c'est de la précision, et au cinéma, la précision souvent appelle des cinéastes un petit peu comme ça, musclés avec des décisions expéditives. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Le Gouffre chimère est un film complètement à part dans la carrière de Wilder, mais c'est aussi celui qui va le séparer de son scénariste Charles Brackett, avec qui il travaille d'ailleurs depuis un bon bout. Je crois qu'ils se sont rencontrés à la fin des années 30, quelque chose comme ça, et je crois que c'est sur le tournage de Boulevard du Crépuscule où en fait Wilder va tout simplement arriver un matin sur le plateau et dire à Brackett, tu sais, je crois qu'en fait ce serait bien qu'on travaille plus ensemble. Et donc Brackett regarde Wilder comme ça et lui dit mais c'est pas possible. Il lui dit si c'est possible, on va faire comme ça. Et il a continué sa journée de boulot comme si de rien n'était, et tout à fait normalement, en ayant mis fin donc à plusieurs années de collaboration entre les deux hommes. Donc ça, c'était pour vous dire un petit peu le comment peut être Billy Wilder. Donc Le Gouffre chimère, qu'est-ce que c'est? Alors le gouffre
chimères, c'est un drame humain d'une noirceur absolue, d'une singularité sans précédent. C'est un film qui passe peu sur les écrans. On peut comprendre pourquoi, parce que c'est un film qui n'est pas joyeux. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un journaliste new-yorkais qui a écrit pour les plus grands quotidiens à New York et qui se retrouve là un peu en perte de vitesse et qui va échouer un petit peu dans une toute petite ville donc américaine, et là il va trouver un emploi bien sûr au journal local, mais bien sûr c'est quelqu'un de très très arrogant, qui est suffisant, qui ne pense qu'à lui, qui est complètement arriviste, et il va le prouver lorsque il va tomber en fait complètement par hasard dans une mine. Il y a un ouvrier qui est bloqué et c'est lui le premier qui arrive sur les lieux. Donc là on est confiné dans une mine. Il va commencer à dialoguer donc avec ce mineur. Il va même se lier d'amitié avec lui. Il va commencer à écrire des papiers sur lui, sur sa vie, sur sa femme, sur ses enfants, et ces papiers vont marcher, et le site là où le bonhomme est bloqué en fait dans sa mine va devenir un espèce de gigantesque carnaval, comme ça en fait, où on va vendre on va vendre des frites et de la saucisse et de la bière, et où les gens vont venir admirer quelque part ce pauvre ouvrier qui n'a rien demandé, donc qui est bloqué tout au fond de sa mine. Et là c'est une mine pour ce journaliste qui est magnifiquement interprété par Kirk Douglas. Donc le journaliste s'appelle Charles Tatum. D'ailleurs ça deviendra le pseudonyme d'un très très bon journaliste de cinéma. J'aime beaucoup ce clin d'œil. Et que va faire donc ce brave Charles Tatum, que va faire donc Kirk Douglas? Eh bien tout simplement ça va devenir une telle manne, le fait que ce garçon soit bloqué, une telle manne de notoriété, d'argent, de tout ce qu'on veut, qu'il va décider finalement de retarder au maximum son sauvetage. Voilà, donc je ne vous fais pas un dessin, c'est tout simplement affreux, hein, voilà, on peut le dire comme ça. Et donc c'est Wilder donc qui fait une peinture un petit peu comme ça de l'humanité, qui est tout aussi affreuse. Voilà, donc on gagne bien sûr de l'argent grâce au malheur des autres, hein. Ça parle bien sûr de la société du spectacle, ça parle de l'âme noire, enfin ou tout du moins du côté noir, donc de l'âme humaine, mais alors vraiment du côté très 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 noir. C'est un film qui va très loin. Alors comme toujours chez Wilder en fait, c'est du très grand cinéma. Là aussi c'est excessivement précis au niveau de la mise en scène. C'est tourné dans un noir et blanc absolument magnifique. Alors c'est un film évidemment qui est un petit peu étouffant. Alors faut-il le voir en temps de confinement? Ça je sais pas, mais en tout cas moi je me suis régalé en le re-regardant à nouveau. Donc ça je conseille très 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 fortement cette petite chose. C'est un film qui va connaître une sortie absolument catastrophique, puisque ça va être un échec. Ça va être un des premiers échecs d'ailleurs dans la carrière de Billy Wilder. Le film va s'écrouler. On va essayer même de changer le titre. Donc le titre original c'est Ace in the Hole, qui est une expression bien sûr de poker. C'est l'as dans le trou. C'est-à-dire en fait c'est la carte un petit peu qu'on se réserve en attendant de pouvoir avoir une main destructrice. Donc et ce Ace in the Hole, le gouffre aux chimères en français, deviendra aussi donc aux États-Unis, après cette sortie catastrophique, deviendra The Big Carnival, le grand carnaval, qui n'est pas d'ailleurs un si mauvais titre que ça, puisque ça représente bien un petit peu tout ce qui se passe autour de ces personnages. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, si ce n'est que je vais répéter le titre français, donc Ace, le titre anglais, Ace in the Hole, le gouffre aux chimères en français, 1950, Billy Wilder. Vous faites une rapide recherche, vous allez trouver certainement, puisque j'ai contrôlé ça tout à l'heure, une magnifique copie Blu-ray avec des beaux sous-titres français. Voilà, Billy Wilder, Ace in the Hole, le gouffre aux chimères. Et on dit qui ?
On remercie qui? Eh ben, écoutez, on dit merci, professeur Thibault. Voilà, merci, au revoir. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Ben non, elle descendait vers le midi. Ben non, si tu vas à Rio, non, puisque vous partez sans voyage, surtout pas. On finit les uns contre les autres. Non, je marche seul dans les rues qui se... Ah ben là d'accord, mais dans un rayon de 1 km autour de chez soi. Et voilà, Caramel Mou spécial confinement est quasiment terminé. Après ce dernier conseil coronavirus concocté par Wally, il est temps pour moi de remercier Tulip qui s'est chargé de transformer toutes ces petites vidéos musicales en fichiers MP3, de remercier Manuel Pomar, Pierrick Desgommes, Aurélia Courbière, notre bon professeur Thibault et Jean-Pierre Lérac de leur contribution à ce numéro fabriqué n'importe comment et dans ma cave. Et quant à moi, je laisse le logiciel de montage, j'éteins l'ordinateur et je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Bis à l'œil les filles. Caramel.